En attendant, on va essayer d'expliquer un petit peu les choses concernant la donation entre époux ou donation au dernier vivant. C'est quoi la différence et que faut-il retenir? Alors c'est la même chose déjà, c'est une question de terme. D'accord. Le terme juridique c'est la donation entre époux, mais c'est vrai que les clients appellent ça souvent la donation au dernier vivant. Alors c'est un acte qui est fait que entre époux, déjà, il faut être marié, et c'est un acte qui permet de modifier les droits que la loi donne au conjoint survivant en cas de décès. Vous savez que entre époux, le simple fait de se marier, le conjoint est légalement héritier. Bien sûr. Mais il hérite de droits différents en fonction des autres personnes. Sauf s'il y a eu un contrat de mariage dans la famille. Ah non. Ah non. Ça n'a rien à voir. D'accord. Ok, très bien. Le contrat de mariage, c'est pour savoir les biens qui appartiennent à qui, pour gérer les règles qui régissent le patrimoine quand on est vivant. Bon, très bien. La donation entre époux, c'est pour modifier donc les droits que la loi donne au conjoint survivant. Il faut faire attention à quelque chose que les gens ignorent très souvent. Quand on est marié mais qu'on n'a pas d'enfant, les parents restent héritiers. Donc si on souhaite que son conjoint hérite de la totalité de son patrimoine et que les biens ne remontent pas aux parents, il faut faire une donation entre époux. D'accord. De la même manière, quand on a des enfants, le conjoint a des droits de succession différents selon qu'il y ait que des enfants en commun ou des enfants d'union différente. Et forcément, c'est là que ça se complique. Quand on est marié et quand on a eu des enfants préalablement au mariage, quand il y a des enfants d'union différente, le conjoint survivant n'a pas l'usufruit, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de rester dans la maison sa vie durant sans avoir de loyer à payer, et les enfants peuvent obliger le conjoint survivant à vendre c'est terrible, lorsqu'il n'a pas l'usufruit. Donc on peut avoir des situations situations très difficiles. Et donc pour que le conjoint survivant puisse avoir l'usufruit sur la totalité du patrimoine, il faut faire une donation entre époux. C'est ça. Parce qu'on a des enfants d'union différentes. Donc le mariage ne suffit pas à être protégé. Le mariage ne suffit pas toujours. Et lorsqu'on n'a que des enfants en commun, la donation entre époux permet d'augmenter les droits de succession de son conjoint. La loi prévoit que le conjoint a l'usufruit, donc quand les enfants sont communs, mais on peut transmettre plus à son conjoint si on le souhaite. Donc la donation entre époux permet de modifier les droits du conjoint survivant. Est-ce que ça veut dire que la donation n'est utile que s'il y a des enfants d'union différentes ? Pas forcément. Non, ça peut être utile quand on a des enfants communs, justement, pour augmenter les droits du conjoint survivant. Ce qui permet, si la maison est vendue, que le conjoint ait une quote-part de prix plus importante. Quand il y a un gros patrimoine, ça peut permettre aussi de diminuer l'impôt pour les enfants au décès du premier des époux. Donc il y a quand même un certain nombre d'intérêts. Donc ne pas hésiter à se renseigner. Y a-t-il une succession à faire pour une donation entre époux ? Il y a toujours une succession à faire. Le conjoint est héritier, les enfants sont héritiers. La donation entre époux ne permet que de modifier les droits légaux. Mais il y a toujours une succession après chaque décès. Bon, quand on change un petit peu les choses, c'est pas gratuit tout ça. Ça a un coût. Alors la donation entre époux, on en fait deux, parce que en général, quand c'est un couple, monsieur donne à madame donne à monsieur, et on ne sait pas celui qui va décéder le premier. Ben non. Donc on en fait deux, et pour ces deux actes, il y a un coût environ de 350 €. D'accord. Bon, c'est pas et quel que soit le montant des revenus ou du capital, le montant du patrimoine. Et ce qui est très important aussi, c'est que la donation entre époux s'applique sur les biens qui existent au jour du décès. On a souvent des gens qui viennent nous voir pour dire j'ai fait la donation il y a plusieurs années, j'ai vendu ma maison, j'ai racheté autre chose, est-ce qu'il faut que je la refasse ? Non. C'est sur les biens qui existent au jour du décès. D'accord. Bon, ça c'est important quand même de le souligner. Bonjour Chantal. Bonjour. Qui patiente gentiment dans l'Orne à Orgères.
Expliquez-nous votre problème, Chantal. Eh ben, mon problème est le suivant. Je viens de perdre mon mari au mois de septembre, donc j'ai déclaré au notaire que mon mari était décédé. Mais la notaire, si vous aimez mieux, la maison qu'on habite a été achetée en indivision entre le père de mon mari et l'oncle de mon mari. L'oncle de mon mari a vendu sa part à mon mari. Il reste donc que mon beau-père, mais mon beau-père est décédé. Et on me dit qu'on ne peut pas enregistrer la succession, on va dire, de mon mari, tant que la succession de mon beau-père n'a pas été faite. Alors, c'est un peu compliqué. Alors, c'est un peu compliqué. Oui. Je suis un peu perdue, moi aussi. Alors, Hélène Corroy, est-ce que vous avez à peu près compris la question de Chantal? Oui. Il y a beaucoup de choses, c'est pour ça. Hein? Bonjour madame. Bonjour madame. C'est pas que la succession ne peut pas être réglée, parce qu'il y a plusieurs documents à signer dans le cadre d'une succession. Déjà, suite au décès de votre mari, le premier acte de succession, l'acte de notoriété indiquant qui est décédé et qui est héritier, celui-là, il peut être signé sans difficulté. C'est l'acte qui permet de constater la qualité des héritiers et de pouvoir faire les formalités après au niveau de la banque. Ce qui a été banque a été fait. Donc ça pose pas de problème. Bon, voilà. C'est déjà une première chose. Le document fiscal, la déclaration de succession, qui est la photographie du patrimoine au jour du décès, pour que l'administration puisse vérifier s'il y a ou pas de l'impôt de succession à payer. D'accord. Celui-là, il peut être signé. Parce que dans la succession de votre mari, donc il y a la moitié de la maison qu'il a achetée de son oncle. Plus de la moitié, quoi. Il Alors, a la part de son oncle et sa part à lui, quoi. Voilà, donc il y a la part de son oncle et il y a les droits qu'il doit recevoir dans la succession de son père. Donc ça peut être évalué et le document fiscal peut être régularisé. D'accord. Ce qui ne peut pas être fait, effectivement, Ça peut pas être aussi simple que ça. c'est l'attestation immobilière. Donc l'attestation immobilière, c'est un document pour inscrire les héritiers propriétaires des biens immobiliers qui appartenaient aux défunts. D'accord. Donc il faut commencer par signer l'attestation immobilière suite au décès de votre beau-père pour indiquer qui est héritier de votre beau-père et qui va être propriétaire de la quote-part de la maison qui appartenait à votre beau-père. Oui. Et ensuite, la quote-part de la maison qui appartenait à votre mari et qui lui venait de son père, il faut l'inscrire au nom des héritiers de votre mari. Ah, c'est très complexe. Plus simple avec un dessin. Hein. C'est vrai qu'à la radio, c'est pas facile. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Et je crois qu'il faut vraiment vous tourner vers votre notaire, hein, Chantal. Hein. Là, pour ce coup-là, oui, ça va être un peu compliqué, je pense. Mais c'est peut-être juste une question de délai. Hein, si tout le monde s'entend, si les décès sont rapprochés, faut le temps que les choses se fassent. Mon beau-père est décédé en 95. Ouais. Ah, oui, bon. C'est vieux, hein. Effectivement. Bon, écoutez, non, Chantal, on pourra pas faire davantage pour vous ce matin. C'est déjà bien, vous m'avez déjà rassuré sur 2 ou 3 très bien, choses, voilà. Avec plaisir. Merci Chantal. Bonne journée, madame. Au revoir. 02 31 44 44 48 44, vos questions pour notre notaire ce matin jusqu'à 10h. Côté expert et côté notaire avec Hélène Corroy jusqu'à 10h. Une nouvelle question de Suzanne à Cabourg. Bonjour Suzanne. Bonjour madame. Bonjour madame. Quelle est votre question? Alors moi j'avais entendu parler lors d'une précédente émission qu'il était possible de faire un mandat de protection future. Disons que je suis veuve depuis quelques années, j'ai donc plusieurs enfants et malheureusement l'âge avançant, je me dis si jamais j'ai une maladie ou quelque chose que je ne puisse plus signer moi-même des papiers ou vendre la maison si j'ai besoin de... Voilà, alors le mandat de protection future effectivement permet de désigner celui de vos enfants qui gérera les biens à votre place si jamais vous perdez la tête. Oui, c'est ça.
Et donc, je voulais savoir, on peut aller jusqu'à 2 enfants? Ah, vous pouvez même mettre tous vos enfants en tant que mandataires, qui agiront ensemble ou séparément. Alors, donc vous signez ce mandat. Il faut que les enfants l'acceptent. Il faut que les enfants signent également le mandat. Et donc ça se fait donc chez un notaire. Et pouvez-vous me dire à peu près le montant approximatif de cet acte? Alors j'ai pas le montant exact en tête, mais ça doit être autour de 350 €. D'accord. Bon. Et quelle est la différence entre un mandat de protection et une habilitation familiale? Ah, elle a bien retenu la leçon quand même, Suzanne. Tout à fait. Alors, le mandat de protection future, c'est un acte volontaire, donc que vous signez lorsque vous avez votre tête et vous désignez le ou les enfants qui agiront à votre place si vous perdez la tête. Et les enfants, une fois que le mandat est ouvert, donc une fois que vous avez perdu la tête, que la perte des facultés intellectuelles est constatée par un médecin, il faut faire un inventaire du patrimoine. Il faut transmettre tout ça au tribunal et ensuite, les enfants mandataires devront tenir un compte de recettes-dépenses à envoyer tous les ans au notaire qui a reçu le mandat. D'accord. Donc le notaire vérifiera en fonction de l'inventaire de départ, en fonction des dépenses qui doivent être justifiées, qu'il n'y a pas que personne ne prend dans les sous sans le justifier. D'accord. Ok. Donc, avec un mandat de protection future, il y a un compte de recettes-dépenses à tenir. D'accord. L'habilitation familiale, ça veut dire que rien n'a été fait quand ça allait bien. Ah oui. On attend que ça n'aille plus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'habilitation familiale évite la mise sous tutelle ou sous curatelle. Ouais, c'est pas mal quand même. Dans ces cas-là, si les enfants le souhaitent, c'est un ou plusieurs enfants qui sont désignés dans un jugement d'habilitation familiale, qui agissent au nom de la personne dépendante. Oui. Mais la grosse différence, c'est qu'il n'y a aucun compte à tenir. D'accord. Donc il faut réellement que les enfants s'entendent. Oui. Bon, voyez ça de votre côté, Suzanne. Voilà pour répondre à votre question. Merci, je vous en prie. Merci, madame. Au revoir, Suzanne, à Cabourg. Alors, on va se dépêcher, on essaiera de prendre 2 toutes dernières questions dans quelques instants. Côté expert et côté notaire, pour 3 petites minutes encore, on se dépêche avec une nouvelle question de Michel à Vire. Bonjour Michel, Bonjour mesdames. Bonjour madame. Alors, je crois que ça va aller très vite pour votre réponse. Expliquez-nous. Je suis en pleine succession et j'ai réussi à vendre ma maison. Oui, bien. Et j'aimerais savoir les frais de notaire qui vont m'imposer en fin de compte. Pour un montant de combien 170 000. Pour les frais que vont avoir à payer les frais de votre acquéreur? En fin de compte, c'est moi qui dois payer, non? Si vous vendez, c'est votre acquéreur qui paye les frais? Oui, c'est pas vous. Et le notaire, il n'aura rien à me réclamer en fin de compte. Non. Si vous avez dit c'est une succession. Oui. Alors il y a les frais de succession qui sont à votre charge. D'accord. Et ensuite, si la maison est vendue, les frais d'acquisition sont à la charge de votre acquéreur. D'accord. Mais j'ai du mal à comprendre parce que ma maison était en vente à un tel prix et on va parler d'un prix net vendeur. Donc c'est bien. Parce que vous avez signé un mandat de vente. C'est-à-dire que vous avez donné au notaire le droit de vendre la maison. C'est lui qui a cherché l'acquéreur. C'est ça, oui. Donc dans ces cas-là, le notaire perçoit des honoraires de négociation comme une agence immobilière. Oui. Donc vous signez un prix. Alors c'est peut-être une commission charge vendeur. C'est ça. Ça veut dire que vous avez signé un mandat à 200 000 € et dans ces 200 000 €, il y a la commission de négociation due au notaire. D'accord. Donc l'acquéreur va payer 200 000, mais vous aurez 200 000 moins, alors je sais pas, 3, 4, 5, 6 000 € d'honoraires de négociation dus au notaire. Et le montant des honoraires de négociation doit figurer dans le mandat de vente que vous avez signé. Ok, je regarde ça alors. Bon, voilà Michel à Vire. Merci à vous. À vous aussi. Au revoir. Alors, il nous reste même pas 1 minute, mais très vite, Gérard à Thury-Harcourt. On vous écoute rapidos. Gérard, bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour, maître Croix.
Oui, j'aurais voulu savoir, en cas de donation de son vivant, donc on donne la nue propriété d'un bien, Oui. Qui s'occupe ensuite des éventuelles réparations sur le bien immobilier en question? C'est le nu propriétaire ou c'est l'usufruitier quand on garde l'usufruit? Alors, eh bien, c'est comme on veut. D'accord. Dans l'acte de donation, on peut déroger à ce que prévoit le Code civil. Normalement, le Code civil prévoit que l'usufruitier paye les travaux d'entretien et que Oui. le nu propriétaire doit payer les travaux qui permettent la conservation de l'immeuble, donc les travaux de D'accord. grosses œuvres. D'accord. Mais dans un acte de donation, comme les parents conservent l'usufruit, donc la jouissance et les revenus, on essaye Oui. de pas faire un cadeau empoisonné aux enfants et on prévoit que les parents usufruitiers conservent la Oui. charge de tous les travaux et des impôts. Voilà Gérard. Merci beaucoup, maître. Merci. Désolé, on doit s'arrêter là. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir Gérard à Thury-Harcourt. Merci Hélène Courroy. Merci à vous. Très belle journée. Très belle journée. Voilà.